Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission La Tribu Digitale 89% féminine. Cette fois-ci, nous allons parler d'un sujet particulièrement sensible, c'est-à-dire comment changer de voie professionnelle après une épreuve difficile et plus particulièrement un cancer. Et pour cela, je vais avoir le plaisir d'accueillir sur le plateau Victorine Boyer. Mais avant cela, je vais quand même te demander comment tu vas, Isabelle. Toujours avec le grand plaisir de vous retrouver. Et bien, accueillons dès à présent Victorine. Bonjour Victorine. Bonjour. Bonjour, on est ravis de te recevoir sur le plateau. On va parler de ton histoire. Bien évidemment, tu as eu 2 cancers, mais on y reviendra juste après. Mais est-ce que déjà, tu peux peut-être te présenter à nos auditeurs et nos auditrices? Bien sûr, alors moi c'est Victorine. Je suis sur les réseaux, notamment grâce à cette maladie qui a été présente 2 fois dans ma vie. Donc un premier cancer de l'utérus à l'âge de 27 ans et un cancer du sein à l'âge de 30 ans. Et du coup, j'ai commencé à expliquer un peu tout ça sur les réseaux de manière humoristique et ludique. Et ça a bien plu et depuis, tout va très bien. Je suis en rémission actuellement et voilà. Bon, génial. Déjà, c'est une bonne chose. Mais effectivement, je suppose, et on en parlait un peu hors plateau, lorsqu'on vit ce genre d'épreuve, et en plus, tu l'as vécu 2 fois et finalement assez jeune, on en ressort, on n'est plus du tout la même personne. On a évolué personnellement et on a sûrement évolué aussi professionnellement. Quelles ont été, toi, justement, tes évolutions professionnelles qui ont fait qu'aujourd'hui, finalement, tu es créatrice de contenu sur les réseaux sociaux? Alors moi, ça s'est fait un petit peu par opportunité, on va dire. C'est vrai que les réseaux, ça a été un échappatoire au long de la maladie. Et ça a vraiment beaucoup plu au public, quoi. Et ça m'a créé des opportunités parce que certaines marques ont commencé à venir me voir pour justement parler de ce qu'ils faisaient ou même des interviews. Ça a commencé à prendre de l'ampleur comme ça. Et du coup, moi, j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité-là, donc ça s'est fait assez simplement. Cependant, c'est pas le cas tous les jours, parce que y a certaines femmes qui ont beaucoup de mal à se reconstruire après la maladie, parce que tout simplement, elles ne veulent plus la même chose. Et qu'est-ce que tu leur conseillerais justement à ces femmes, d'un point de vue personnel et puis surtout professionnel? Alors, je leur dirais surtout de s'écouter parce que c'est vrai que quand on frôle la mort, clairement, on a envie d'écouter ses envies et de vivre sa vie vraiment sans aucune, comment je pourrais dire, parce que souvent on a la sensation d'avoir des obligations et de faire un métier alimentaire, comme on pourrait dire. Et là, on n'a plus envie de ça. On a envie vraiment de vivre sa vie comme on le veut, comme on l'entend. Donc, écoutez-vous, c'est important. Je pense que c'est une chance d'avoir ce déclic après la maladie. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, de faire de l'auto-entreprise, parce qu'on n'a qu'une vie tout simplement. C'est clair, on n'a qu'une vie et souvent on s'en rend pas forcément compte. Enfin, en tout cas, quand la santé est là, on se dit on aura demain, on aura après-demain pour faire. Et puis on arrive à la retraite, finalement, on n'a jamais fait ce qu'on voulait faire parce qu'on s'est toujours dit on aura demain, et puis demain n'est jamais arrivé. C'est ça. Les gens procrastinent, c'est ça, beaucoup. Et c'est dommage parce qu'en fait, en un clin d'œil, on se dit mince, qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Moi, c'est ce qui m'est arrivé pour le premier cancer à 27 ans. Je me suis dit waouh, je suis pas prête. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas d'enfant, j'ai pas eu de mari, j'ai pas eu de maison, comme on l'entend à dire dans la société, ce qui n'est pas du tout la vie normale finalement à avoir. Mais je me suis dit non, j'ai pas accompli du tout ce que je voulais faire. Et du coup, là. Je vis pour moi et je vais à fond, même si ça ne plaît pas autour de moi, je fonce. Et oui, parce qu'effectivement, tu dois avoir des personnes peut-être qui t'encouragent et puis des personnes qui te disent « mais qu'est-ce que tu nous fais là, Victorine ?» C'est ça. C'est un peu compliqué pour l'entourage de comprendre notre nouvelle façon de penser. C'est-à-dire qu'on devient presque intransigeant. Moi, je sais que c'est le cas. Quand il y a des personnes qui sont dans nos vies et on se rend compte finalement que c'est pas positif pour nous. Moi, je dégage, très clairement. Moi, j'allais demander si ton entourage avait changé. Ah oui, moi j'ai perdu beaucoup d'amis au cours de la maladie.
Il y en a très peu qui sont restés. J'ai perdu aussi mon fiancé, voilà, qui est parti pendant. Et en fait, on se rend compte que de l'importance en fait de l'énergie qu'on veut autour de nous et que les gens dégagent autour de nous. Voilà. Donc on fait des choix qui sont pas simples, mais qui sont bons pour nous. Et ça, c'est essentiel parce que souvent, alors moi qui anime une communauté, souvent je vois des mamans qui vont dire ah oui, mais d'abord les enfants, d'abord je dois faire ci, d'abord je dois payer mes factures, et finalement qui s'oublient plus ou moins longtemps, mais parfois jusqu'à une maladie qui se déclenche. Alors pas forcément un cancer, mais on a pas mal de maladies en fait même invisibles qui se déclenchent et qui vont faire souffrir les personnes. Et là, c'est effectivement le déclic de dire je me suis mis beaucoup en retrait, et finalement maintenant il faut que je pense aussi un petit peu à moi, parce que finalement quand on pense à nous, c'est aussi tout le monde autour de nous qui en bénéficie, parce qu'on va être plus rayonnante, on va être plus joyeuse, on va être moins stressée peut-être, etc. C'est ça, et c'est ce que je dis généralement, c'est avant d'aider les autres, aide-toi toi-même. Voilà, et c'est hyper important de faire de nous des priorités. Ouais. Et on en prend conscience malheureusement dans des cas un peu extrêmes. Alors justement, qu'est-ce que tu voudrais partager aujourd'hui en termes de conseils à des personnes qui peut-être, comme toi, passent par des chemins plus ou moins complexes, des chemins de maladie, ou même, après ça peut être des chocs aussi violents, des deuils, etc. Parce qu'il y a plusieurs, on va dire, chemins de vie qui font que parfois on peut avoir des périodes un petit peu difficiles. Qu'est-ce que tu voudrais leur partager, et peut-être quel serait ton message d'espoir pour leur dire ça va pas durer toute la vie, vous allez vous en sortir, et croyez et allez-y, quoi. C'est ça. Alors clairement, j'ai moi cette sensation qu'on apprend mieux dans la souffrance. Sur le moment, c'est bouleversant. On se demande ce qu'on fait là, on se demande si on va y arriver. Et généralement, on vit un peu dans ce futur qu'on s'imagine. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est vivre le moment présent. Il y a une phrase qui dit que j'aime beaucoup. Si tu es dépressif, c'est que tu vis dans le passé. Si tu es anxieuse, c'est que tu vis dans le futur. Si tu veux être en paix, vis le moment présent. Donc, un jour à la fois, c'est le premier conseil qui m'a été donné quand j'étais en chimio, que j'étais à côté de petites mamies qui vivaient le cancer aussi. Et elles m'ont dit, vis un jour à la fois. Et voilà. Et on ne se pose pas de questions finalement sur l'avenir, on ressasse pas le passé qui parfois peut être anxiogène. C'est ça, parce qu'en fait, on se dit, la personne que j'étais avant me manque. Mais c'était avant. Là, aujourd'hui, tu es quelque chose d'autre. Et pareil pour ce qui est dans le futur. On a toujours ces fausses croyances. On imagine toujours quelque chose, finalement, qui n'arrivera jamais parce qu'on n'est pas devin, on n'a pas la science infuse. Et tout ce qu'on imagine n'arrive jamais comme on l'a pu l'imaginer. Ça ne sert à rien de s'embrouiller l'esprit avec ce genre de pensée, justement. Parce que du coup, sur le moment présent, on s'envahit de ça, ce qui n'est pas bon pour nous, quoi. C'est vrai qu'effectivement, on a toujours tendance un peu à réfléchir à ce qui pourrait nous arriver. Et j'avais lu une étude, j'en parle souvent d'ailleurs, de cette étude parce que ça m'a marqué, mais que 80% des peurs n'arrivent jamais. Donc on a souvent peur de plein de choses, en dehors des peurs des araignées ou autres, mais je veux dire peur de pas gagner assez d'argent, peur de je ne sais quoi. Et en fait finalement, y a la probabilité que ça arrive est très faible par rapport à l'anxiété que ça nous procure au quotidien. C'est ça. Et très clairement, on a peur des choix qu'on va faire aussi au quotidien. Il faut savoir que au moment T, le choix qu'on fait est toujours le meilleur. En tout cas, il nous semble toujours le meilleur. Donc, il ne faut jamais regretter ce qu'on a fait comme choix et il ne faut jamais avoir peur de ce qu'on fait comme choix. La seule chose qu'il faudrait faire finalement, c'est apprendre à avoir confiance en soi. Et ça, c'est le plus gros travail à faire, je pense, dans une vie. De toute façon, on dit souvent aussi que les peurs, elles sont saines. C'est des signaux en fait que nous envoie notre corps pour se protéger aussi. Donc, oui, mais parfois c'est excessif parce que c'est là la gestion des émotions qui est vraiment essentielle. Parce que c'est vrai que quand on était par exemple à la préhistoire, si on avait peur qu'un lion nous mange, c'était essentiel de se mettre à courir et donc d'avoir cette peur pour pouvoir se protéger. Bon, aujourd'hui, du coup, quand on n'a plus ces grosses peurs de se faire manger, finalement, on en a d'autres, mais qui nous semblent énormes, alors qu'en réalité, elles ne sont pas si importantes que ça, et surtout, la probabilité qu'elles arrivent reste très, très faible. Oui, c'est ça. Je suis d'accord.
Et d'un point de vue professionnel, donc là on a parlé plus émotion, personnelle, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce que tu conseillerais, puisque toi du coup tu as changé de voie, donc tu es devenue, on va dire, influenceuse sur les réseaux sociaux, tu as écrit aussi ton livre qui est sorti, on va dire, il y a quelques semaines, quelques mois, et qui fonctionne plutôt bien, donc du coup tu as fait finalement peut-être des choses que avant tu n'osais pas faire ou que tu ne voulais pas faire d'ailleurs, et que maintenant tu te dis c'est vraiment ce que je dois faire, c'est vraiment ce qui me plaît au quotidien. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement d'un point de vue professionnel à ces personnes, ces femmes qui traversent des épreuves difficiles et qui se disent j'aimerais changer mais j'ose pas, est-ce que je dois suivre mon instinct, pas le suivre, etc. Très clairement, le mot d'ordre ce serait oser justement, parce que généralement on repart sur ces peurs du coup qui nous empêchent d'avancer sur des choses qu'on a dans la tête et qu'on a envie de mettre en œuvre, mais on a toujours ce côté de jugement vis-à-vis des autres ou à la peur de l'échec. Cependant, tant qu'on ne teste pas, on ne peut pas savoir si on échoue. Encore une fois, on rentre dans ces croyances qui sont sur l'après. Donc, autant tester, si c'est bénéfique, tant mieux. Si c'est pas la voie, finalement, c'est pas grave. On aura toujours appris. C'est ça. On apprend de nos erreurs, déjà, dans un premier temps. Et en plus de ça, pour le cas, là, il n'y a pas mort d'homme. C'est juste une erreur. Et puis, généralement, quand on touche le fond, on ne peut que mieux rebondir, quoi. Donc, clairement, ça fait un peu cliché, mais vive la vie comme si c'était la dernière et en fait, avancez à fond dans vos projets. N'ayez pas peur de l'entourage, n'ayez pas peur de tout ce qui se dit autour de vous. En fait, si vous êtes sûr, faites-le tout simplement. Écoutez-vous, c'est ça. Écoutez-vous, foncez, prenez des initiatives et yallah, comme on dit chez moi. C'est vrai qu'effectivement, je pense que y aller, foncer, se faire confiance aussi, c'est vraiment on va dire les termes qu'on retrouve pour pouvoir, en tout cas, évoluer, soit personnellement, soit professionnellement, et surtout avoir la vie qui nous correspond. C'est ça. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de reprendre une vie normale derrière ce genre d'expérience. Notamment professionnellement. Moi, comme je le dis, j'ai eu l'avantage que ça m'a créé des opportunités, mais pour certaines femmes, retrouver un métier derrière, c'est hyper compliqué. Tout simplement parce qu'on n'a plus les mêmes envies, parce que finalement, on se rend compte que la boîte où on était, ça ne nous convenait absolument pas. Et on a envie de faire un métier qui nous plaît, parce qu'on se rend compte que la vie est importante. Et de l'autre côté, il y a aussi la problématique des entreprises qui ne veulent pas prendre des femmes qui ont été malades, où il y a un trou de 2 ans sur le CV. Donc, c'est hyper compliqué pour elles de trouver justement un métier. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez une idée, en tout cas en auto-entreprise, allez-y. En plus, on est quand même bien accompagné maintenant pour engendrer tout ça. Donc, et finalement, créer sa propre activité pour pouvoir travailler aussi à son rythme, pour pouvoir s'accorder aussi du temps si on a besoin d'avoir des rendez-vous chez le médecin ou si on est fatigué tout simplement, et pour pouvoir finalement avoir un métier qui convienne à notre état aussi personnel. C'est ça. Il y a un métier aussi qui a été inventé par rapport à tout ça justement, c'est des accompagnantes qui viennent à l'hôpital pour parler de leur expérience. Je ne sais plus le terme exact, mais en gros, vous pouvez suivre une formation derrière cette maladie pour justement, si vous voulez aider et accompagner les personnes qui sont dans la maladie actuellement et partager votre parcours et tout ça, ça existe aussi. Ça peut être une solution. Ah, ça peut être une solution et en plus, on apporte finalement de l'aide à des personnes qui en ont besoin parce qu'on a aussi traversé finalement le chemin avant elles. Oui, parce qu'on a expérimenté tout simplement avant. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Victorine pour ton témoignage. Donc est-ce que tu peux nous parler en quelques mots justement de ton livre? Oui, alors j'ai écrit un livre, mais pas toute seule. Donc j'ai eu l'aide de Stone Martin, donc, qui est une écrivaine et qui a une maison d'édition. Donc on l'a fait en collaboration parce que moi j'avais l'histoire, mais écrire c'est un métier. Et du coup ce livre parle notamment de la maladie, du commencement de la première jusqu'à ma rémission. Mais pas que. Ça parle aussi de mon histoire d'amour qui était très compliquée, des accompagnants qu'il y a autour. Ça parle aussi de beaucoup de spiritualité parce que moi, ça m'a énormément aidée d'apprendre de mes épreuves et j'en ai tiré des leçons
dont je mets les clés dans ce livre. Et voilà, le mot d'ordre de ce livre, c'est la résilience. Je crois que c'est un mot que nous partageons parce que moi j'en parle aussi beaucoup de la résilience, en tout cas dans la reconversion professionnelle. Parce que c'est comme les enfants, on n'y arrive pas forcément tout de suite, et c'est l'exemple que je donne souvent aux mamans. Est-ce que tu sais, par exemple, combien de fois en moyenne tombe un enfant avant de savoir marcher? Je sais pas, peut-être une centaine de fois, je suppose. Beaucoup plus, en moyenne, c'est 2000 fois. Donc, en tant qu'adulte, on peut nous aussi se permettre de faire au moins 2000 erreurs avant de trouver notre voie, sans finalement se dire « Oh là là, j'y arrive pas, donc j'arrête ». Puisque les enfants, heureusement, même s'ils tombent, ils continuent d'essayer de marcher, et puis au bout d'un moment, ils marchent naturellement, ils se posent plus la question. Ouais, c'est une très belle image, je pense, se relever quoi qu'il arrive. Voilà. Exactement. Et bien justement, on va retrouver Sandra. Alors aujourd'hui pour une capsule un petit peu particulière puisqu'elle va nous parler elle aussi de comment elle vit la maladie dans son monde professionnel et comment elle se réinvente professionnellement. Bonjour Nathalie, bonjour Isabelle. Après une épreuve difficile de santé, cela peut vraiment nous bouleverser. Alors comment rebondir et reprendre sa vie en main ? D'accord. On peut avoir besoin de changer et de se réinventer. Mais regarde la voisine, elle passe son temps à traîner en pyjama. Maman, s'il te plaît, laisse mon linge et ma vaisselle. Je suis tout à fait capable de le faire. Non, repose-toi. Vas-y, je m'occupe de tout. Mais non, ça va, je t'assure. Voilà, allez, laisse-moi prendre soin de toi, repose-toi. Oui, maman. Franchement, t'en fais pas un peu trop, là? Bon, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est simplement parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, voilà. J'ai décidé que j'allais de l'avant et j'ai pris une grande décision. Je vais créer mon entreprise. Mais t'es sûre, hein? Moi, je trouve que t'es pas tout à fait prête encore, ça va te demander beaucoup d'énergie. Mais oui, ma poule, moi je suis sûre que tu vas y arriver, je te soutiens à 100%, je suis avec toi. Tu vas tout déchirer. C'est un petit peu la solution de facilité, non? Encore l'occasion de rester chez toi, pas bouger. Moi je suis sûre que tu vas y arriver, maman, parce que t'es une super héroïne. Malgré les défis et les avis divergents, j'ai choisi de me réinventer et de lancer mon entreprise. Parce que je suis une femme forte et que je peux affronter tout ce qui se présente devant moi. Nathalie, Isabelle, avez-vous des conseils à nous donner ? Alors voici la capsule un petit peu plus émouvante. Qu'est-ce que tu en as pensé aujourd'hui, Victorine, en la découvrant? Ça résume bien l'après. Parce que c'est vrai que la plupart des gens pensent que c'est facile, que ça y est, on est en rémission, qu'on peut reprendre notre vie normalement, alors que c'est pas du tout le cas. On a vraiment, si je peux me permettre l'expression, le cul entre deux chaises, entre les gens qui pensent « vas-y, c'est bon, arrête d'en parler, avance ». Et il y a ceux, justement, qui disent « non, mais repose-toi, fais attention à toi, tu viens de sortir d'un truc grave ». Et en fait, c'est exactement ça, on a une rupture en fait, d'identité. Et on ne sait pas trop où se positionner. Et pour prendre des décisions, c'est très compliqué. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, ça doit être pas facile. Et puis l'entourage n'aide pas forcément toujours, même s'ils le font souvent de bon cœur et avec bienveillance. C'est pas toujours évident d'avoir les bons conseils, comme la maman de Sandra, qui lui met même jusqu'au nounours pour qu'elle puisse se reposer dans le sofa. C'est ça. Ouais. Et en plus, ce qui est difficile, c'est que faut savoir qu'il y a aussi des traitements qui existent après justement les gros traitements lourds, donc de la chimio par voie orale, l'hormonothérapie et tout ça. Et en fait, ça crée encore de la fatigue, il y a encore des symptômes qu'on ne voit pas, que les gens ne voient pas. Ils ne se rendent pas compte en fait, de la difficulté derrière de reprendre une vie normale. Voilà. Et pourtant, l'envie est là. Hein. Voilà. Alors justement, Isabelle, je te laisse la parole pour la chronique. Je vais donner des petits conseils. Alors effectivement, moi mon premier conseil c'est
d'accepter cette nouvelle personne que vous êtes devenue. Parce que beaucoup de gens en fait, qui ont traversé ces épreuves, finalement, disent que, quelque part, elles sont devenues meilleures qu'avant. Alors, ça peut être subjectif, mais voilà, on sort profondément transformé. Donc, la première chose, à mon sens, et d'ailleurs, je pense que tu en as parlé, c'est une phase d'introspection qui est vraiment nécessaire pour redécouvrir, finalement, faire connaissance avec cette nouvelle personne que vous êtes devenue, de voir ce qui maintenant est vraiment important pour vous, vos valeurs, vos désirs, vos souhaits les plus profonds. Et puis, parce que on l'a évoqué professionnellement, c'est vrai que la vie a peut-être été en stand-by professionnel pendant 1 an, 2 ans, enfin voilà, le temps de cette épreuve. Et malgré tout, vous avez acquis des compétences. Et en fait, ces compétences, il faut en parler, il faut les valoriser, mais avant, il faut d'abord les identifier. Et pour beaucoup, ça paraît bizarre de se dire j'ai acquis des compétences pendant ma maladie. Et pourtant, c'est bien vrai. Et c'est même des compétences qui sont précieuses, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qu'on appelle les soft skills. Donc, c'est souvent des savoir-être. Et notamment, quand tu évoquais le fait de se retrouver à nouveau devant un employeur ou de retour au travail, de savoir les mettre en valeur. Donc, par exemple, on peut citer donc la résilience, qui est une des soft skills très, très importante, la résistance au stress. Vous avez géré des situations très stressantes et malgré vous, vous avez développé cette compétence. On parle aussi de capacité à résoudre des situations et des problèmes complexes. On parle de capacité d'organisation. Vous avez géré des emplois du temps, entre les rendez-vous des médecins, de rien oublier. Des fois, l'agenda d'un malade, c'est l'agenda d'un ministre. Et voilà. Et ça, en fait, je te coupe, mais peut-être justement aussi de déprioriser certaines problématiques qui nous semblaient énormes, où on se dit mais en fait, je me prenais la tête pour pas grand-chose. En fait, c'est ça, c'est que vous avez du coup une compétence à gérer le temps qui aujourd'hui, en fait, en entreprise, peut être précieuse et savoir le mettre en avant. Vous avez aussi développé de l'empathie. En entreprise, c'est très important, on en parle de plus en plus. Donc voilà, de savoir lister en fait tout ce qui vous a fait grandir. Et voilà, c'est vraiment cette phase, prendre le temps de le faire. Alors, prendre son temps, ça peut être en 3 mois, 6 mois, 1 an. Voilà, c'est vraiment essentiel de le faire et d'apprendre à se découvrir. Très important, pendant la maladie, on est très très accompagné. Et en fait, souvent après la maladie, on se retrouve un peu tout seul. Comme tu le disais, en fait, Victorine. Alors, tout seul, pas complètement tout seul, parce que forcément, il y a les proches, mais il y a ce besoin en fait de parler. Alors, on en parle pendant la maladie, mais souvent, comme tu disais, on dit faut passer à autre chose. Mais en fait, non, il faut continuer à parler des émotions qui vous submergent, de ce qui est passé, de ce qui vient, parce qu'il faut mettre des mots dessus. Alors, des mots, c'est pas... Il faut évacuer les pensées difficiles. Alors, les mots, ça peut être... Des personnes vont le faire verbalement, d'autres vont l'écrire. Et c'est pas un hasard. Là, voilà, j'ai souri parce que je me suis dit, oui, en fait, le fait de l'écrire, c'est un double avantage. C'est que, obligatoirement, ça met en action. C'est une manière d'agir et du coup, on sort de la passivité parce que, voilà, on écrit. Ça a aussi l'avantage de pouvoir relire derrière ce qu'on a écrit et de voir les points où on a progressé, voilà, les évolutions. Donc, voilà, tout le monde n'est pas fait pour écrire, mais après, il n'y a pas besoin d'être Shakespeare pour écrire. Mais en tout cas, ça a des vertus qui sont vraiment, vraiment très, très précieuses. Ensuite, il y a cette phase où on a été malade, on a été très entouré, puis d'un coup, pouf, on se retrouve un peu plus tout seul. Et pourtant, on se dit, on va repartir. Et en fait, d'affronter seul une situation difficile, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une force. Ça peut être au contraire, en fait, on se prive d'une énergie que peuvent nous donner d'autres personnes ou d'inspiration. Donc, on n'ose pas toujours demander de l'aide, soit alors par pudeur, par peur de déranger. Ça arrive très, très souvent. Et pourtant, demander de l'aide, c'est vraiment... Dites-vous que vous êtes en train de prendre une énergie. Vous n'êtes pas en train d'en prendre à quelqu'un et ça va vraiment vous aider à avancer dans vos nouveaux projets.
Alors, c'est pas toujours demander des choses incroyables, hein, c'est à chaque personne, c'est très important d'exprimer son besoin profond parce que il y a plein de gens qui peuvent vouloir vous aider, mais ils n'ont pas forcément la bonne manière. Donc, c'est pas forcément de leur faute, mais c'est important pour vous, et d'où la phase d'introspection aussi, c'est de savoir quel est mon besoin le plus profond. Est-ce que j'ai besoin d'être écouté? J'ai pas besoin de conseils, j'ai juste besoin d'être écouté. Écoutez-moi, stop. Est-ce que j'ai besoin d'une aide logistique? Est-ce que j'ai besoin d'une aide financière au début, peut-être pour lancer un projet? Clairement, vous dites, et puis après, vous allez pouvoir identifier la personne ressource qui va être la plus appropriée, en fait. Et par nature, en fait, les gens sont bons et aiment aider. Donc, on parlait de oser, oser demander. Au pire, on vous dira non. Mais vous ne risquez pas grand-chose à demander de l'aide, en fait. Et après, alors, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Jim Rohn, voilà. En fait, il a une théorie qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus souvent. Donc, si là, je vois des petits yeux qui se lèvent, chacun se dit, alors, quelles sont les 5 personnes actuellement? Donc voilà, vous allez identifier les 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent et vous allez voir que vous êtes à peu près à la moyenne de ces 5 personnes. Donc forcément, si vous côtoyez des gens qui vous inspirent, qui vous donnent une énergie, qui sont par exemple dans le métier ou dans lequel vous avez voulu vous reconvertir, vous allez vous imprégner de cette énergie, de cet état d'esprit, et ça va vous motiver. Alors que, à contrario, si vous fréquentez des personnes qui se plaignent tout le temps, mais qui sont passifs, qui ne cherchent pas à changer. Qui voient toujours le négatif, en fait. Voilà, des personnes qui sapent vos projets, qui vont vous dire « Ah, mais non, tu as des mauvaises idées, mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Voilà, comme on voyait aussi un peu dans la vidéo avec Sandra. Forcément, vous allez vous retrouver aussi dans un état d'esprit négatif. Donc, c'est pour ça que j'avais posé tout à l'heure la question à Victorine si son entourage avait évolué, parce que c'est vrai que ça peut faire mal de se dire « Je fais le tri ». Mais pourtant, en fait, les gens autour de nous, de toute façon, ils font le tri aussi. Hein, quand on l'a vu, que ce soit professionnellement, là, les petits amis qui n'est pas resté. Donc, voilà, vous aussi, on en revient toujours, pensez à vous, faites le tri et voilà, entourez-vous des bonnes personnes, finalement, celles qui vont nous porter et pas celles qui vont nous étouffer. Mais à cet instant précis, un peu charnière de ce passage de je suis très entourée, voilà, avec... en train de lutter, et maintenant je dois me reconstruire, me réinventer. Voilà, cette période charnière, d'avoir des personnes sur qui on peut être inspiré. Donc il y a plusieurs manières, hein. Ça peut être écouter des podcasts, de suivre des influenceurs, de lire des livres, vraiment de trouver les choses qui vont vous permettre de vous inspirer, tout simplement, de vous donner confiance. Et voilà, donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette petite technique. C'est pour ça que je parle de Jim Rohn. Après, si la famille ne peut pas être un soutien, de vraiment continuer à s'appuyer sur des professionnels et trouver, par exemple, que ce soit des psychologues, des psychothérapeutes, des sophrologues, des hypnothérapeutes, des coachs en développement personnel. Voilà, on a quand même en France d'avoir accès à beaucoup de ressources et ce serait dommage de s'en priver. Parce que c'est précieux à cet instant vraiment de la vie. Et la petite citation, vous l'attendez, j'espère. Alors j'en ai choisi une aujourd'hui de Frank Kafka. Alors je vous la lis, je vais peut-être un peu émue en la lisant, mais une fois la tempête passée, tu te demanderas comment tu as fait pour la traverser, comment tu as fait pour survivre. Tu ne seras pas très sûr. En fait, qu'elle soit vraiment achevée. Mais sois certain d'une chose, une fois que tu auras essuyé cette tempête, tu ne seras plus le même. Voilà. Effectivement, complètement d'actualité. Et voilà, on finit tout en pleurs. Merci Isabelle. Ça va bien se passer. J'en finis en beauté. Il y en a une que j'aime beaucoup aussi. Ça s'appelle « Ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle renaissance ». Oui, très beau aussi. Envolez-vous, voilà, clairement, après tout ça.
Exactement. Oui. En tout cas, on finit avec deux belles citations aujourd'hui. Merci beaucoup, Victorine, d'être Merci venue à vous. sur les plateaux, d'avoir accepté notre invitation sur un sujet essentiel et à mon avis pas encore trop mis en lumière dans les médias de l'après, On en y fait. travaille. Mais voilà, c'est ça. On y travaille. En tout cas, merci beaucoup. Merci Isabelle, comme d'habitude, de nous avoir rejoints pour la rubrique conseil. Et je vous retrouve toutes et tous le mois prochain pour une nouvelle émission. À très vite.